Mon mari, Adrien Morel, est mort. Il a emmené sa maîtresse, Sophie Delacroix, et la fille illégitime de celle-ci, Élodie, en voyage à Chamonix, au cœur des Alpes françaises. Une réaction grave au mal aigu des montagnes. C'est ce qu'ils ont dit. Une façon très clinique de dire que l'air raréfié lui avait coupé le souffle pour de bon. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Le médecin de l'hôpital de Sallanches m'a appelé. Sa voix était pleine d'une compassion professionnelle calibrée pour annoncer la fin d'un monde. « Madame Morel, je suis terriblement désolée de vous annoncer que votre mari, Monsieur Adrien Morel, est décédé. » J'ai retenu mon souffle, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour être crédible. Vous devez venir signer les documents pour l'identification et la récupération du corps. Ah! Y a-t-il une si bonne chose en ce monde? J'ai attrapé ma gorge, simulant un sanglot étouffé. Oh mon Dieu! Adrien, comment? La voix du médecin est devenue plus douce, plus paternelle. Il m'a expliqué les détails logistiques, le manque d'oxygène, l'œdème. Je n'écoutais pas vraiment. Je pensais déjà à la logistique. J'arrive tout de suite, ai-je réussi à articuler d'une voix brisée. J'ai joyeusement répondu dans ma tête. Oui, oui, bien sûr. J'ai raccroché. La première chose que j'ai faite n'a pas été de pleurer. Ce fut de respirer. Une grande, profonde et luxueuse bouffée d'air. L'air de mon appartement parisien, soudainement si pur, si riche en oxygène. J'ai immédiatement acheté un billet d'avion pour Genève, puis j'ai organisé une voiture pour Sallanches. Identification du corps. Crémation. Je suis restée assise dans le petit bureau du crématorium, regardant son corps sans vie à travers une vitre épaisse. Il avait l'air ordinaire, ni paisible, ni tourmenté. Juste fini. La grande aventure d'Adrien Morel, le conquérant, l'homme d'affaires impitoyable, l'amant passionné, terminée par un simple manque d'air. C'était presque comique. La crémation fut rapide. Ils m'ont remis une urne, une boîte grise, étonnamment lourde. Je l'ai prise, puis je suis rentrée à Paris, serrant l'urne sur mes genoux pendant tout le vol. Non par affection, mais par précaution. C'était la clé. Adrien Morel valait 100 millions d'euros, et il n'avait pas laissé de testament. Il était toujours trop arrogant pour penser à la mort. Il pensait qu'il vivrait éternellement, qu'il jonglerait indéfiniment avec sa femme, sa maîtresse, ses affaires. La loi était de mon côté. En tant qu'épouse légale, sans testament, tout me revenait. À moi et à notre fille, Claire. L'urne sur mes genoux n'était pas les restes d'un homme que j'avais aimé. C'était un chèque de 100 millions d'euros. Cela ne signifiait-il pas que tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi il m'avait menti, tout ce qu'il avait utilisé pour me tromper, appartenait désormais à ma fille et à moi? Puisqu'il m'avait laissé une somme d'argent aussi colossale, je devais naturellement lui rendre la pareille. Je devais lui organiser des funérailles grandioses, une performance impeccable, pour que notre fille et moi puissions recevoir l'héritage en toute légitimité, pour que personne ne puisse remettre en question mon chagrin ni mes droits. Je suis rentrée dans notre immense appartement du 16e arrondissement. Le silence était assourdissant, mais c'était un bon silence, un silence propre. J'ai posé l'urne sur la cheminée en marbre. « Bienvenue à la maison, chérie !» ai-je murmuré. J'ai préparé un repas délicieux. J'ai ouvert une bouteille de Sancerre que je gardais pour une occasion spéciale. Quelle occasion plus spéciale que celle-ci? J'ai pris un long bain chaud, l'eau caressant ma peau. J'ai repensé à toutes les années de mensonges. Les voyages d'affaires qui étaient des escapades romantiques. Les réunions tardives qui étaient des dîners aux chandelles. L'odeur de son parfum mélangée à un autre, plus cheap, plus sucré. Sophie Delacroix. Je savais tout. Je savais pour elle. Je savais pour l'enfant Élodie. Adrien pensait que j'étais une idiote. Une épouse complaisante, trop occupée par ses œuvres de charité et l'éducation de Claire pour remarquer. Il avait tort.
Je n'étais pas idiote. J'étais patiente. Je suis sortie du bain. J'ai enfilé un peignoir en soie. Je me préparais à passer la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Et puis, le téléphone a sonné. Mon téléphone personnel. Pas la ligne de la maison. Le numéro était inconnu. J'ai décroché. Une seconde de silence, puis un hurlement. Margot Lefebvre! C'était elle, Sophie Delacroix. Sa voix était stridente, déchirée par une rage et un chagrin que je trouvais honnêtement de très mauvais goût. Vous osez détourner les biens de mon père. Dans cet héritage, il y a ma part, la part d'Élodie. Vous devez nous la rendre. Son père? Santé. Elle appelait Adrien son père. L'audace était presque admirable. Où avez-vous emmené mon père, espèce de garce? Où est-il? Je me suis assise sur le bord de mon lit. J'ai examiné mes ongles, parfaitement manucurés. J'ai souri. Un petit sourire juste pour moi. Quel chien aboie dans le désordre? Ai-je demandé, ma voix calme et légèrement ennuyée. Il y eut un hoquet à l'autre bout du fil. L'indignation pure. Vous? Elle était tellement en colère qu'elle tremblait, les mots ne sortaient plus. C'était délicieux. Je n'avais pas de temps à perdre avec ça. J'avais un deuil à préparer, une performance à répéter. J'ai simplement raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai éteint le téléphone. Je me suis glissée sous les draps de lin frais. En pensant à son visage, congestionné par la colère et les larmes, j'étais certaine d'une chose. Cette nuit, j'allais faire de très beaux rêves. Je m'endormais déjà, planifiant les détails du lendemain. Les fleurs, la musique, la couleur de mon chagrin. Il devait être parfait. Un noir profond, élégant et absolument impénétrable. Adrien avait vécu une vie de mensonge. La moindre des choses était de lui offrir des funérailles à la hauteur de sa duplicité. Et les miennes. Le jour des funérailles est arrivé. Je me suis préparée avec le soin d'une actrice avant d'entrer en scène. J'ai appliqué un maquillage méticuleux. Du fard pâle pour créer des cernes sombres sous mes yeux. Un soupçon de rouge très dilué à l'intérieur des paupières pour simuler des yeux gonflés, comme si j'avais pleuré toute la nuit. Mon teint était blême, mes lèvres décolorées. Pour compléter l'ensemble, j'ai enfilé une robe noire stricte, un peu froissée, comme si j'avais été trop désemparée pour me soucier de mon apparence. Je me suis regardée dans le grand miroir de l'entrée. Le reflet me renvoyait l'image d'une veuve brisée par le chagrin, digne mais dévastée. J'ai souri avec satisfaction. C'était parfait. Je suis sortie de ma chambre. Ma fille, Claire, m'attendait dans le couloir. Elle portait une tenue similaire. Son jeune visage était un masque de tristesse tout aussi convaincant. Pas de maquillage outrancier, juste la même pâleur cireuse, les mêmes yeux fatigués. Elle avait appris de moi. Elle avait toujours été une élève brillante. Nos regards se sont croisés, 1/1000 de seconde. Un sourire complice a flotté entre nous, si rapide que personne n'aurait pu le voir. Une compréhension tacite. Nous étions prêtes. Nous étions une équipe. Le service avait lieu au crématorium du Père Lachaise, pas une église. Adrien n'avait jamais été religieux, sauf quand il s'agissait d'argent. L'atmosphère était solennelle, lourde, des fleurs blanches partout. Du bac jouait doucement en fond sonore. Mon frère aîné, Antoine, est venu immédiatement à mes côtés. Il m'a pris le bras, son visage marqué d'une inquiétude sincère. « Margot, comment tu te sens? Tu tiens le coup? » Antoine était un homme bon, un peu simple, mais bon. Il n'avait jamais aimé Adrien. J'ai posé ma tête sur son épaule. Une seconde, un geste de pure vulnérabilité. « Antoine, j'essaie. Pour Claire. » Ma voix s'est brisée juste ce qu'il fallait. Il m'a serré le bras plus fort. « Je suis là. Je m'occupe de tout. Merci Antoine. Tu es tout ce qu'il me reste. » Les invités ont commencé à affluer. Des partenaires commerciaux d'Adrien, l'air grave, murmurant des platitudes sur sa vision. Des amis de la famille, des connaissances sociales, tous venus pour voir si je m'effondrais. Pour voir comment la puissante Margot Lefebvre gérait la tragédie. Chère Margot,
toutes mes condoléances. Madame Morel, nous partageons votre peine. C'était un grand homme. Je tenais un mouchoir en lin blanc. Je le portais délicatement à mes yeux, qui restaient obstinément secs. Je n'avais pas besoin de vraies larmes. Le maquillage faisait tout le travail. Merci d'être venu. C'est si dur, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Claire était à côté de moi, jouant parfaitement son rôle, silencieuse, les yeux baissés, s'accrochant à mon autre bras. Nous étions le portrait de la mère et de la fille unis dans la douleur. La cérémonie a commencé. Les discours étaient aussi vides qu'Adrien l'avait été. Des mots sur son ambition, son charisme. Personne n'a parlé de sa cruauté, de son égoïsme, de ses mensonges. C'était une performance collective. Je tenais l'urne. La même boîte grise et lourde. Je la serrais contre ma poitrine comme s'il s'agissait de mon bien le plus précieux. L'intérieur était silencieux. Tout le monde était captivé par le spectacle de notre chagrin. Et puis, le chaos s'est invité. Les portes à l'arrière se sont ouvertes à la volée. Un grand bruit suivi de cris. « Laissez-nous passer, il faut qu'on le voie. » Sophie Delacroix et sa fille Élodie ont fait irruption. Elles n'avaient pas choisi la subtilité, elles étaient l'antithèse de notre performance. Élodie, la jeune fille, courait en avant, hurlant, ses cheveux en désordre. « Papa, papa, je suis venue te voir. Papa !» Sophie la suivait, titubant, les yeux rouges, le visage bouffi de vraies larmes. Elle avait l'air d'une folle. Une véritable hystérique s'accrochant au drame comme à une bouée de sauvetage. Mon frère Antoine s'était immédiatement interposé, se plaçant devant Claire et moi comme un bouclier. « Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis d'entrer? Dehors! » Sa voix était un grondement de tonnerre dans la salle silencieuse. Des murmures indignés se sont élevés dans l'assemblée. C'est une honte. Elles n'ont pas leur place ici. Sortez ces femmes. Élodie s'est arrêtée net. Elle nous a dévisagés, ses yeux lançant des éclairs. Elle n'était plus une enfant en pleurs. C'était une furie. « Je suis la fille d'Adrien Morel !» a-t-elle crié, sa voix aiguë résonnant contre le marbre. « Je ne peux pas ne pas être là. » Elle a pointé un doigt accusateur vers moi. « Mon père et ma mère étaient un vrai couple. Ils s'aimaient. Ils n'avaient plus de sentiments pour vous. Alors pourquoi vous accrochez-vous encore à lui? » Elle a fait un pas en avant. « L'héritage de mon père, j'ai ma part. Je dois emmener mon père avec moi. » Ah! Quelle blague ridicule! Je n'avais même pas encore réglé mes comptes avec elle, et voilà qu'elle se livrait d'elle-même sur un plateau d'argent. Je les ai regardées froidement. Mon expression n'a pas changé. Je suis restée la veuve éplorée, maintenant choquée par cette intrusion barbare. Mon regard était comme de la glace. « Faites-les sortir, Antoine. » Ma voix était basse, tremblante de chagrin et d'indignation. Sophie, voyant que le vent tournait contre elle, a tenté une autre tactique. L'apitoiement. Elle a tremblé de la tête aux pieds, ses yeux suppliants se sont tournés vers l'assemblée, puis elle s'est effondrée sur le sol dans un tas de vêtements noirs bon marché. « Adrien. »« Mon amour. »« Ils t'ont pris. »« Maman. » Élodie s'est précipitée pour la soutenir, paniquée. Puis son visage s'est durci. Elle a serré les dents. Et soudain, elle s'est jetée en avant. Elle a foncé sur moi, ses mains tendues, visant l'urne que je tenais. « Rendez-moi mon père. » Elle a attrapé la boîte. J'ai fait semblant de résister. J'ai crié un petit cri étranglé. « Non! Lâchez-le! » Nous nous sommes battus pour l'urne pendant quelques secondes, juste assez longtemps pour que tout le monde voie. Juste assez longtemps pour que ce soit dramatique. Puis, au moment parfait, j'ai ouvert les mains. J'ai lâché prise. Bam! L'urne a heurté le sol en marbre avec un bruit sourd et final. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Un nuage de cendres grises s'est élevé, puis elle est retombée lourdement sur le sol. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Tout le monde était figé, les yeux écarquillés par l'horreur de la scène. Les cendres d'Adrien Morel, l'homme si puissant, étaient maintenant une tache de poussière sur le sol, piétinée par les chaussures d'Élodie.
J'ai dû faire un effort surhumain pour réprimer le coin de ma bouche qui menaçait de se relever. Bien joué, très bien joué. Je suis restée immobile une seconde, laissant l'horreur s'installer. Puis, j'ai levé la tête. Mon visage n'était plus seulement triste, il était plein d'une juste colère, d'une douleur insupportable. Ma voix était étranglée, mais elle a porté dans toute la salle. « Vous avez tué Adrien Morel !» J'ai pointé un doigt tremblant vers les deux intruses. Mes yeux étaient rouges, grâce au maquillage. Cela ne vous suffisait-il pas de le tuer? Fallait-il encore que vous fassiez une chose pareille? Je tremblais de la tête aux pieds. Une performance digne d'un Oscar. Vous l'avez tué. Et maintenant? Maintenant vous venez piétiner ses cendres. L'assemblée a explosé. C'est vrai, a crié quelqu'un. Elles l'ont emmené à la montagne, c'est leur faute. Venir aux funérailles pour faire un scandale pareil, c'est inhumain. Elles sont venues réclamer un père. Qui sait d'où elles sortent? C'est une farce. Élodie était blanche. Elle regardait les cendres à ses pieds, puis moi. Elle a secoué la tête, frénétique. Non, ce n'est pas de notre faute. Il était déjà malade. Il avait des problèmes. Elle a reporté son regard sur l'assemblée, ses yeux sauvages. Je suis sa fille. Personne ne peut changer ça. Je suis la fille d'Adrien Morel. Vous avez pris mon héritage, mon héritage. Elle répétait les mêmes mots, encore et encore, sa voix montant en une plainte aiguë, presque folle. Elle perdait le contrôle. Au même moment, un courant d'air s'est engouffré par la porte restée ouverte. Les cendres légères d'Adrien, elles ont été soulevées du sol. Elles ont tourbillonné un instant, puis ont été emportées vers l'extérieur. Dehors, dans l'allée, où les gens passaient, où les voitures roulaient, elles allaient être piétinées, dispersées aux quatre vents. Je me suis penchée, prenant une petite pelle et une balayette qui se trouvait près d'un arrangement floral. J'ai commencé à essayer de rassembler ce qui restait. Je me suis baissée, cachant mon visage à l'assemblée. Je prétendais essuyer une larme. En réalité, je cachais le sourire qui menaçait d'éclater. « Adrienne? Oh, Adrien, tu es vraiment si prévenant. Tu n'as servi à rien de toute ta vie, mais en mourant, non seulement tu me laisses une fortune, mais tu m'aides même à éviter la corvée de visiter ta tombe chaque année à la Toussaint. Quelle efficacité! Les agences de sécurité, enfin alertées, sont arrivées. Ils ont attrapé Sophie et Élodie. Elles ont été traînées dehors, se débattant. Élodie hurlait toujours, sa voix s'éloignant dans le couloir, pleine d'un désespoir impuissant. « Rendez-moi mon héritage, Margot Lefebvre, vous serez maudite, vous payerez pour ça. » Le cri strident s'était finalement éteint. Le silence est revenu, lourd, choqué. Je me suis redressée, tenant la petite balayette avec une poignée de poussière grise. Je me suis essuyé les oreilles, métaphoriquement. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Enfin, le calme. Les funérailles s'étaient terminées. Antoine m'a ramené, moi et Claire, à l'appartement. Il planait autour de nous, comme une mère poule, nous offrant du thé, de la soupe, des platitudes. « Margot, si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux rester. »« Non, Antoine, ça va, » ai-je dit, ma voix toujours lasse. « Nous avons besoin de nous reposer, seuls. » Il a regardé Claire, qui a hoché la tête en silence, son visage toujours un masque de chagrin parfait. Il a fini par partir, à contre-cœur, la porte s'est fermée, j'ai verrouillé. Un long silence. Puis, Claire a levé la tête. La tristesse a disparu de son visage comme un interrupteur. Elle a vraiment tout cassé, a-t-elle dit, une pointe d'admiration dans la voix. Elle est stupide, ai-je répondu en enlevant mes chaussures. L'hystérie est l'arme des faibles. Elles ont perdu la bataille de l'opinion publique avant même qu'elle ne commence. Et maintenant, ai-je dit en me dirigeant vers mon bureau, le vrai travail commence. Je me suis débarrassée de ma robe de veuve froissée. J'ai pris une douche rapide pour enlever l'odeur de lisse et de poussière. J'ai enfilé un pantalon confortable et un chemisier en soie. La performance était terminée. L'administratif commençait.
Je me suis assise au grand bureau en acajou d'Adrien, son sanctuaire, l'endroit où il avait construit sa fortune et où il avait planifié ses trahisons. J'ai allumé l'ordinateur. Il m'avait fallu des années pour obtenir tous ces mots de passe. Il les changeait constamment, pensant être malin. Mais il était prévisible. Des dates, des noms de lieux, des variations de Sophie. J'ai commencé à fouiller. Les comptes officiels, je les connaissais. Les investissements, les actions, l'immobilier. 100 millions d'euros, c'était l'estimation basse. Mais je cherchais autre chose. Je cherchais les fuites. Je cherchais ce qu'il avait dépensé pour elle. Il n'a pas fallu longtemps. Adrien était arrogant, mais pas particulièrement organisé. Il avait un compte séparé, non déclaré, dans une petite banque privée à Genève. J'ai ouvert les relevés et j'ai sifflé, impressionné. Des virements réguliers depuis 18 ans. Depuis la naissance d'Élodie, chaque mois, sans faute. Des sommes qui auraient pu faire vivre 10 familles. Mais ce n'était pas tout. Il y avait les bonus. Loyer. Appartement avenue Foch. Un appartement de luxe pour sa maîtresse. Payé par mon mari. Frais de scolarité. École alsacienne. La meilleure école privée de Paris pour sa fille illégitime. Achat. Bijouterie Cartier. Vacances. Hôtel du Cap Edenrock. Achat. Concessionnaire Mercedes-Benz. La liste était longue, des pages et des pages. Il n'avait pas seulement subvenu à leurs besoins. Il leur avait offert une vie de luxe. Une vie parallèle, construite avec l'argent qui aurait dû revenir à Claire. L'argent de notre communauté de biens. Ma colère n'était pas émotionnelle. Elle n'avait rien à voir avec la trahison. Ça, c'était une vieille blessure cicatrisée depuis longtemps, devenue une armure. Non. Ma colère était financière. C'était une colère froide, précise. C'était une violation de notre contrat. Adrienne Morel avait détourné les actifs de l'entreprise. Notre entreprise. Car mon silence, ma performance d'épouse parfaite, avait été ma contribution essentielle à son succès. J'ai sorti une calculatrice. J'ai commencé à additionner. Pendant des heures, le chiffre final était obscène. Il avait dépensé des millions pour elle, des millions qui m'appartenaient. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne me contenterais pas de l'héritage. L'héritage était à moi de droit. J'allais aussi récupérer cet argent, chaque centime. J'ai commencé à préparer ma propre action en justice. Une plainte posthume. Une réclamation contre la succession pour bien commun dilapidé. J'allais forcer Sophie Delacroix à rembourser tout ce qu'elle avait reçu. Je la laisserais sans rien. Je travaillais encore au petit matin. Le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. J'avais un dossier épais, des preuves, des relevés bancaires. J'allais appeler mon avocat à 9 heures précises. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre. Juste avant de prendre mon premier café, on a sonné à la porte. Pas l'interphone, la porte de l'appartement. C'était un huissier de justice. Un homme gris dans un costume gris, avec une mallette grise. Il m'a tendu une enveloppe épaisse. « Madame Margot Lefebvre ?»« C'est moi. »« Signez ici, s'il vous plaît. » J'ai signé. Il m'a remis l'enveloppe et est parti. Je l'ai ouverte. Une assignation à comparaître. J'étais convoquée au tribunal. J'étais poursuivie par Sophie Delacroix et Élodie Delacroix pour détournement de biens appartenant à un défunt. Elles m'accusaient de cacher l'héritage, de les priver de leur part. J'ai plissé les yeux. L'audace. J'ai ri. Un petit rire sec. Je me suis versé mon café, lisant les détails. L'accusation était ridicule. J'étais l'épouse légale. Tout était à moi jusqu'à preuve du contraire. Elles bluffaient. Elles essayaient de me faire peur. Puis, mon téléphone a sonné. Pas mon portable. La ligne fixe du bureau. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, mettant le haut-parleur. Madame Lefebvre, parlez. Je suis maître Dubois. Je représente Madame Sophie Delacroix et sa fille, Mademoiselle Élodie Delacroix. Sa voix était huileuse. Le genre de voix qui facture 600 € de l'heure. Je vous appelle concernant la succession de Monsieur Adrien Morel,
Vous avez dû recevoir notre assignation ce matin. Je l'ai sous les yeux, dis-je en sirotant mon café. C'est une perte de temps et de papier. Je vous assure que non, Madame Lefebvre. Il y avait un sourire dans sa voix. Vous voyez, il y a un élément que vous semblez ignorer. J'ai attendu. Concernant la division de la succession de M. Morel, mes clientes affirment que Mademoiselle Élodie Delacroix est la fille biologique de M. Morel. Des affirmations sont faciles à faire, maître, surtout quand l'homme en question ne peut plus les nier. Ah, mais nous avons plus que des affirmations. Nous avons des preuves, des tests ADN réalisés il y a des années, des lettres, des emails. Monsieur Morel a pleinement reconnu sa paternité. Mon cœur a manqué un battement, non pas de choc, mais d'intérêt. Ce qui signifie, Madame Lefebvre, qu'en vertu de la loi française, Mademoiselle Élodie a droit à une part réservataire de l'héritage, une part égale à celle de votre propre fille, Claire. Je suis restée silencieuse. Le salaud. Il avait fait un test ADN. Mes clientes ont donc des droits légitimes sur la succession, a poursuivi l'avocat, prenant mon silence pour de la peur. Elles ont intenté ce procès pour s'assurer que vous ne dissimuliez aucun actif avant que la succession ne soit officiellement réglée par le tribunal. Elles m'accusaient de vol. Elles essayaient de geler mes comptes. Elles ne voulaient pas seulement une part, elles voulaient la guerre. J'ai regardé la pile de relevés bancaires sur mon bureau, les millions qu'ils leur avaient donnés, et j'ai regardé l'assignation. Un sourire lent s'est dessiné sur mon visage. Ce n'était plus une simple formalité administrative. C'était un jeu. Au tribunal, alors? Ai-je demandé, ma voix soudainement légère, presque enjouée. L'avocat apparut surpris par mon ton. Oui, madame. Préparez-vous à comparaître. J'ai raccroché. J'ai bu une gorgée de café. Il était délicieusement amer. Au tribunal? Ai-je répété dans la pièce vide, avec le plus grand plaisir. Le tribunal. Je n'avais jamais aimé cet endroit. Trop de bois sombre, trop de chuchotements, trop d'hommes en robe qui croient détenir la vérité. Mais aujourd'hui, j'y entrais avec une énergie nouvelle, presque de l'enthousiasme. Mon avocat, maître Arnaud de Vérac, m'attendait. Il était l'opposé de l'avocat de Sophie. Arnaud était vieux, sec, et ressemblait à un vautour habillé en Savile Row. Il était le meilleur et le plus cher. Margot, dit-il en guise de salutation, sans une once de compassion. C'est pour ça que je le payais. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence stérile. Alors, elles attaquent. A-t-il commencé, posant l'assignation sur la table comme une carte morte. Elles affirment avoir un test ADN. Ai-je dit calmement. Je l'ai vérifié. C'est authentique. Adrien l'a fait il y a 5 ans dans un laboratoire privé en Suisse. L'enfant Élodie est bien sa fille. Je n'ai pas scellé. Et donc? Arnaud a presque souri. Et donc, la loi est la loi. La succession d'Adrien est divisée. En tant qu'épouse, vous avez vos droits sur la communauté de biens. Mais sur son patrimoine personnel, cette fille est une héritière réservataire, au même titre que votre fille, Claire. Il n'y a pas de patrimoine personnel, Arnaud. Tout ce qu'il avait, il l'a construit pendant notre mariage. C'est notre argent. Juridiquement, ce n'est pas si simple. Elles vont réclamer la moitié, 100 millions. Elles vont donc réclamer 50 millions. 50 millions. La somme flottait dans l'air. Elles n'auront pas un centime, ai-je dit. Arnaud a levé un sourcil. C'est ambitieux. Le test ADN est irréfutable. Peut-être, mais l'argent ne l'est pas. J'ai fait glisser mon propre dossier sur la table. Celui que j'avais préparé, les relevés de la banque suisse, les achats, les virements. Qu'est-ce que c'est? C'est ma contre-attaque, sais-je dit. J'accuse Sophie Delacroix de recel de détournement de biens communs. Pendant 18 ans, Adrien a pillé notre fortune pour lui offrir une vie de reine. Appartement, voiture, bijoux, vacances. J'ai calculé.
Il y en a pour plus de 20 millions d'euros, sans compter les intérêts. Arnaud a ouvert le dossier. Ses yeux se sont mis à briller. Il a feuilleté les pages. Avenue Foch, quartier, l'école alsacienne. Mon Dieu, il ne s'est rien refusé. Je veux tout récupérer, ai-je dit. Je veux qu'elle soit forcée de tout rembourser. S'il s'avère qu'elle doit 20 millions à la succession et que sa part réservataire est de 50, elle repartira avec 30 et ruinée par vos frais d'avocat. Arnaud a fermé le dossier. Un vrai sourire cette fois, un sourire de prédateur. Margot, vous êtes diabolique, j'adore. Faites simplement votre travail. Gelez leurs avoirs actuels. Saisir l'appartement de l'avenue Foch en attendant le jugement. Il a été acheté au nom d'une société écran qu'Adrien contrôlait. C'est un bien commun. Ce sera une guerre totale, m'a-t-il prévenu. La presse va s'en emparer. Je compte bien dessus, ai-je dit. La première audience était une simple formalité, une audience en référé. Leurs avocats ont demandé le gel immédiat de tous les actifs d'Adrien, m'accusant de vouloir tout dissimuler. Mon avocat, Arnaud, s'est levé. D'une voix glaciale, il a présenté notre propre demande. Le gel de l'appartement de Sophie, la mise sous séquestre de ses comptes au motif qu'ils étaient remplis de fonds détournés. Le juge, un homme fatigué, a froncé les sourcils. Il a regardé les deux dossiers. Il a décrété un gel partiel. Les actifs principaux étaient bloqués en attendant l'inventaire complet de la succession. Mais il a aussi accepté de mettre sous séquestre l'appartement de l'avenue Foch. Un premier coup. Sophie a halté dans la salle d'audience, mais la vraie bataille n'était pas là. Elle était dehors, sur les marches du palais de justice. Quand nous sommes sortis, c'était un cirque, des caméras, des micros, des journalistes de BFM, CNews, et même des tabloïds en ligne. Elle les avait appelés. C'était évident. Sophie et Élodie se tenaient là, prêtes pour leur gros plan. Sophie avait changé de tenue. Fini l'hystérique en colère des funérailles. Aujourd'hui, elle portait la panoplie de la victime. Un simple manteau noir, un peu usé, mais j'ai reconnu la coupe, c'était un Max Mara de la saison dernière, acheté avec l'argent d'Adrien. Pas de maquillage, les cheveux tirés en un chignon triste. Elle pleurait. De vraies grosses larmes de crocodile. Je ne demande que justice, a-t-elle sangloté dans un micro. Adrien était l'amour de ma vie. Nous étions une famille. Cette femme... Elle a pointé un doigt tremblant vers moi qui sortait juste à ce moment-là. Les caméras se sont tournées vers moi. Les flashs crépitaient. Cette femme, a-t-elle continué, sa voix montant en puissance, elle n'était qu'une partenaire commerciale. Il n'y avait plus d'amour entre eux depuis des décennies. Elle le sait. Élodie était à ses côtés, la soutenant, le visage plein d'une juste indignation adolescente. « Elle essaie de voler l'héritage de mon père, ma part !» a crié Élodie. « Nous n'avons plus rien, elle nous prend tout, elle nous jette à la rue. » C'était une performance brillante, la mère célibataire éplorée et l'orpheline bafouée, combattant la veuve milliardaire, froide et sans cœur. Les journalistes buvaient ses paroles. « Madame Morel, Madame Morel, un commentaire ? Est-il vrai que vous essayez de les mettre à la rue ? Saviez-vous pour votre mari ? Je n'ai pas dit un mot. Arnaud m'a guidée, une main sur mon dos. Et je gardais la tête haute, mes lunettes de soleil noires cachant mes yeux. Mon visage était un masque de marbre, digne, impénétrable. Nous sommes montés dans la Mercedes noire et le chauffeur s'est éloigné. Dans la voiture, Arnaud a soupiré. Elles ont gagné la première manche médiatique. Ne soyez pas si sûrs, ai-je dit. Le soir même, les journaux télévisés étaient remplis de leur histoire. La guerre des veuves, l'amour contre l'argent. La fille cachée d'Adrien Morel réclame sa part. Les réseaux sociaux se sont enflammés. C'était exactement ce que j'avais prévu. Ils avaient créé 2 camps. Il y avait le camp de la maîtresse, Fei Nyan Ting. Eux, ils voyaient Sophie comme une héroïne romantique. L'amour véritable ne signe pas de contrat. La vraie famille, c'est celle du cœur.
La veuve est une sorcière glaciale. Pas étonnant qu'il soit allé voir ailleurs. Et puis, il y avait le camp de l'épouse légale. Fe Shinta. Mes défenseurs. 18 ans de mensonges. Et elle ose ramener sa fille? Elle a brisé un mariage. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Margot Lefebvre est la définition de la dignité. Elle endure en silence. Le public adorait ça. C'était un feuilleton en direct. Mais pour l'instant, l'avantage allait à Sophie. L'image de la mère et la fille jetées à la rue était puissante. J'ai laissé l'histoire infuser pendant 24 heures. Qu'heureux, j'ai laissé la pitié pour elle atteindre son paroxysme. Puis, j'ai préparé mon thé. Je n'allais pas donner d'interview en larmes, je n'allais pas m'abaisser à leur niveau. J'ai pris mon dossier. J'ai sélectionné 3 documents. Seulement 3. La facture d'achat d'une Mercedes classe G au nom de Sophie, payée en un seul virement depuis le compte suisse d'Adrien. Des emails, pas ceux où il parlait d'amour. Non, ceux où Sophie se plaignait. Chérie, l'appartement de l'avenue Foch est si petit. Élodie a besoin de plus d'espace. Ne peux-tu pas acheter l'étage du dessus? Un autre. Je suis allée chez Cartier. J'ai vu la collection Panthère. Tu sais que c'était mon anniversaire bientôt. Tu ne voudrais pas que ta reine soit triste? Une note de fraise d'hôtel. Un séjour de 3 semaines à l'hôtel Martinez à Cannes. Pendant que moi, j'étais à Paris à un gala de charité pour lever des fonds pour des enfants malades. J'ai mis ces 3 documents dans une enveloppe neutre. Je ne l'ai pas envoyé à un tabloïd. Je l'ai envoyé à la journaliste la plus respectée du Figaro, une femme connue pour son conservatisme moral et son mépris de la nouvelle richesse tapageuse. Je n'ai pas signé. Je n'ai rien écrit. Juste les documents. C'était mon thé empoisonné de la 2e génération. Je n'avais pas besoin de les accuser. J'allais laisser leurs propres mots le faire. J'ai laissé le poison infuser. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, le Figaro publiait un éditorial cinglant. Il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de la succession. Il s'agissait de la moralité transactionnelle. L'article ne nommait pas Sophie, mais il la décrivait parfaitement. Une femme qui avait monnayé sa jeunesse et son enfant contre un luxe indécent. L'article citait les emails. Il décrivait la voiture, il parlait des vacances. Il ne disait pas qu'elle était une maîtresse, il disait qu'elle était une courtisane. Le vent a tourné. Violemment. Les mêmes personnes qui la plaignaient la veille commençaient à la mépriser. Attendez. Elle vit dans une Mercedes de 150 000 € et elle dit qu'elle n'a plus rien? Elle se plaint d'un appartement avenue Foch. Mon studio fait 20 mètres carrés. Ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat de travail. Le camp de l'épouse a gagné des milliers de nouveaux membres. J'ai regardé les commentaires défiler sur mon ordinateur, une tasse de thé à la main. Du vrai thé cette fois. Un oolong rare. Sophie pensait que la bataille se jouait avec des larmes. Elle avait tort. Elle se joue avec des reçus. Elle m'avait servi un drame chaud et larmoyant. Je lui répondais avec un thé glacé, précis et incroyablement amer, et ce n'était que l'infusion. Je n'avais même pas encore sorti les feuilles principales. La poussière médiatique est retombée, mais l'air est resté lourd. L'article du Figaro avait fait son effet. L'image de Sophie Delacroix avait basculé. Elle n'était plus la maîtresse éplorée, elle était la courtisane cupide. Les réseaux sociaux, si prompts à la pitié, étaient maintenant tout aussi rapides à la mépriser. Elle s'est terrée. Son avocat a publié une déclaration fade, parlant de diffamation et d'atteinte à la vie privée. Mais le mal était fait. De mon côté, j'étais devenue une sorte d'icône, la veuve de glace, la reine de marbre. Les femmes du camp de l'épouse m'envoyaient des messages de soutien. Elles ne m'aimaient pas, non. On n'aime pas un iceberg, mais elles me respectaient. Si elles admiraient ma froideur, ma capacité à encaisser sans me plaindre, et à frapper en retour avec une précision chirurgicale. J'ai laissé la situation mijoter. Au tribunal, la procédure suivait son cours. L'inventaire de la succession
était une tâche herculéenne. Des comptes partout, des sociétés écrans, des investissements cachés. Adrien avait été un homme complexe. Sophie, par l'intermédiaire de son avocat, se battait bec et ongles. Elle avait perdu la bataille de l'image, alors elle redoublait d'efforts sur la bataille juridique. Elle réclamait une provision, une avance sur l'héritage. Elle affirmait qu'Élodie et elle étaient sans ressources depuis que j'avais fait geler l'appartement de l'avenue Folle. C'était un mensonge, bien sûr. Je savais qu'elle avait des comptes personnels qu'Adrien avait alimentés, mais mon avocat n'avait pas encore réussi à les tracer tous. Elle jouait son va-tout sur une seule carte, le test ADN. Sa fille était l'enfant d'Adrien. Elle avait des droits. J'attendais. J'observais. Je laissais la corde se tendre. Puis, une semaine après le scandale du Figaro, j'ai reçu une visite inattendue. Ma gouvernante a annoncé un certain maître Philippe Bernard. Le nom m'était vaguement familier. Je l'avais vu sur de vieux documents datant du début de notre mariage. « Faites-le entrer », ai-je dit. Philippe Bernard était tout ce qu'Arnaud de Vérac n'était pas. Il était petit, légèrement voûté, avec des yeux tristes derrière des lunettes démodées. Il portait un costume en tweed qui sentait la poussière et le tabac froid. Il n'était pas un vautour, c'était un moineau. « Madame Morel !» dit-il en s'inclinant maladroitement. Il refusa le thé. « Maître Bernard, cela fait longtemps. » Ai-je menti poliment. « J'étais l'avocat d'Adrien, » a-t-il commencé, comme s'il s'excusait. « Avant tout ça, avant l'Empire, je m'occupais de ses affaires personnelles, les premières. Je vois. Et que puis-je faire pour vous? Si vous venez pour la succession, vous devez parler à maître de Vérac. »« Non, non, » dit-il en agitant les mains. « Je ne suis plus son avocat depuis 15 ans. Il m'a remplacé par des gens plus agressifs. » Il regarda autour de lui, l'immense salon, les œuvres d'art. « Je suis ici par conscience, par devoir envers un ancien client, même s'il était ce qu'il était. J'ai attendu. Je n'aime pas les gens qui parlent par énigme. Je suis ici à propos de l'enfant, dit-il enfin, baissant la voix. Mademoiselle Élodie de la Croix. Ah, la célèbre héritière, ai-je dit, sans cacher mon ironie. Je lis la presse. Je vois ce qui se passe. L'avocate de Madame Delacroix prétend avoir un test ADN. Il ne prétend pas, il l'a. Un test d'un laboratoire suisse réputé, irréfutable. Philippe Bernard a eu un petit sourire triste. Irréfutable. C'est un mot intéressant. Il a ouvert sa vieille mallette en cuir. Il en a sorti un seul document, une enveloppe jaunie. Le laboratoire suisse a fait son test il y a 5 ans, n'est-ce pas? C'est exact, ai-je dit, commençant à m'intéresser. Moi, dit-il en tapotant l'enveloppe, j'en ai un qui a 17 ans. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table en marqueterie. Je l'ai prise. Je l'ai ouverte. C'était un rapport de laboratoire, un laboratoire français. Discret, mais respecté. Date. Il y a 17 ans, 6 mois après la naissance d'Élodie. Demandeur. Adrien Morel. Élodie de la Croix. Conclusion. Les marqueurs génétiques analysés excluent Monsieur Adrien Morel de la paternité de l'enfant Élodie de la Croix. Probabilité de paternité 0%. Je suis restée immobile. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. J'ai relu la conclusion. 0%. J'ai levé les yeux vers le petit avocat. Expliquez-moi. Adrien avait des doutes, a dit Bernard. Dès le début, Sophie est tombée enceinte très vite. Il m'a demandé d'organiser un test, discrètement. J'ai utilisé un prétexte médical pour obtenir un échantillon de l'enfant. Et il savait donc, ai-je murmuré, mais depuis 17 ans, il savait qu'elle n'était pas sa fille. Oui. Alors, le test suisse, le test positif, c'est un faux.
a dit Bernard simplement. Un faux très cher. Un chef-d'œuvre de falsification. Adrien a payé une fortune au directeur de ce laboratoire pour créer un document qui disait exactement ce qu'il voulait. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas la révélation de la tromperie, c'était la complexité de celle-ci. Mais pourquoi? Ai-je demandé. C'était la seule question qui comptait. Pourquoi mentir pour revendiquer un enfant qui n'était pas le sien? Le petit avocat s'est penché en avant. Ses yeux tristes n'étaient plus si tristes. Ils étaient malins. Parce qu'Adrien était un joueur, Madame Morel. Il jouait toujours pour gagner. Il a continué. Quand Sophie est venue le voir enceinte, elle pensait le tenir. Elle l'a menacé. Le scandale, le divorce, vous. Elle voulait qu'il quitte sa femme et l'épouse. Et il a découvert qu'elle mentait sur l'enfant. Ai-je complété? Exactement. Il avait le choix. Il pouvait la dénoncer, la chasser. Mais où était le plaisir là-dedans? Et... Bernard a hésité. Et quoi? Et Sophie avait quelque chose sur lui. Une bêtise. Une irrégularité financière datant du début de sa carrière. Quelque chose qui aurait pu lui coûter cher si cela sortait. C'était sa monnaie d'échange. Tout s'éclairait. Alors, a dit Bernard, il a retourné le jeu. Il a gardé ce test négatif secret. Il a continué à jouer le rôle du père. Il a subvenu à leurs besoins. Il leur a donné le luxe. Et puis, il y a 5 ans, quand Élodie est devenue adolescente et que Sophie recommençait à devenir exigeante, il a créé le faux test positif. Mais pourquoi? Ai-je répété. Comme levier. C'est devenu son arme. Il a dit à Sophie, « Regarde, j'ai un document officiel qui dit que je suis son père. Je peux l'utiliser pour la reconnaître ou je peux le détruire et sortir celui-ci. » Il a tapoté le test négatif sur ma table. Il la tenait. Ai-je réalisé? Il l'a acheté. Il a acheté sa loyauté, son silence sur l'irrégularité financière, en lui faisant miroiter un héritage futur. Il a transformé son chantage en un contrat de service à long terme. C'est exact, a dit Bernard. Il lui a fait croire qu'elle gagnerait le jackpot à sa mort. Il a acheté sa performance de maîtresse aimante, sauf qu'il comptait vivre éternellement, et il n'a jamais rien mis par écrit. Adrien, le salaud magnifique. Même mort, il arrivait encore à me surprendre. Et le vrai père? Ai-je demandé. Le politicien chinois dont parlait la rumeur? Bernard a haussé les épaules. Adrien ne s'en souciait pas. Un amant marié, un touriste, peu importe. Sophie était piégée entre son mensonge initial et le faux espoir qu'Adrien avait créé. Et pourquoi me donner ça? Ai-je demandé en regardant le document. Pourquoi maintenant? J'ai gardé une copie, par précaution professionnelle. Adrien était imprévisible. Quand j'ai vu cette femme et sa fille à la télévision pleurant sur un héritage qui ne leur a jamais appartenu, utilisant un mensonge qu'Adrien lui-même avait fabriqué, cela m'a semblé inélégant. Il s'est levé. C'est la vérité, Madame Morel. J'ai estimé que vous deviez la voir. Ce que vous en faites ne me regarde pas. Il est parti. Je suis restée seule dans le salon. Le silence était total. Je tenais dans ma main une bombe atomique. Ce document, ce simple papier jauni. Il n'annulait pas seulement la demande de Sophie. Il la détruisait. Il pulvérisait sa crédibilité, son identité, sa raison d'être. Il prouvait qu'elle n'était pas seulement une maîtresse cupide, c'était une fraude totale. Mon premier réflexe a été d'appeler Arnaud, d'aller au tribunal, de jeter ce papier à la figure de son avocat et de la regarder brûler, gagner, net, précis. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro d'Arnaud. Ma main s'est arrêtée avant d'appuyer sur « Appeler ». J'ai réfléchi. Si je montrais ce document maintenant, que se passerait-il? Le procès s'arrêterait. Je gagnerais. Mais Sophie, elle jouerait la victime. Encore. Il m'a menti à moi aussi, crierait-elle.
Ce monstre m'a fait croire pendant 17 ans qu'il était le père de ma fille. J'ai été manipulée. Elle s'en sortirait. Elle aurait la pitié du public. Elle serait la pauvre femme trompée par un milliardaire manipulateur et je serais toujours la veuve de glace qui l'a achevée. Non, ce n'était pas assez. Ce n'était pas élégant. J'ai reposé le téléphone. Je me suis souvenu de la citation de mon plan. Parfois, le thé le plus amer est celui que l'on croit être le plus sucré. Sophie croit tenir une carte maîtresse, le test ADN suisse. Elle base toute sa stratégie là-dessus. Elle réclame de l'argent, elle se bat, elle s'expose. Je vais la laisser faire. Je vais la laisser continuer à utiliser ce faux test. Je vais la laisser s'enfoncer dans son propre mensonge. Je vais la laisser exiger plus, devenir plus agressive, plus gourmande. Je vais la laisser construire sa maison de cartes sur ce mensonge jusqu'à ce qu'elle soit tout en haut. Et c'est seulement à ce moment-là, quand elle sera au sommet de son arrogance, persuadée d'avoir gagné, que je retirerai la carte maîtresse. Non, je ne vais pas utiliser ce document au tribunal, pas tout de suite. Je vais l'utiliser pour la détruire personnellement. J'ai rangé le test négatif dans mon coffre-fort. Ce n'est pas une pièce à conviction, c'est une invitation. Une invitation pour un dernier thé. Les semaines qui suivirent furent un jeu d'échecs tendu. Ayant rangé la vérité dans mon coffre-fort, je suis revenue sur l'échiquier avec une patience de pierre. Ma stratégie avait changé et je ne cherchais plus à gagner rapidement au tribunal. Je cherchais à démolir Sophie Delacroix dans son ensemble. Son avocat, Maître Dubois, sentant peut-être une hésitation de notre part, est devenu plus agressif. Il avait le faux test ADN et il s'en servait comme d'un bélier. « Ma cliente et sa fille sont à la rue », a-t-il plaidé lors d'une nouvelle audience. C'était faux, l'appartement de l'avenue Foch était gelé, mais elle avait de l'argent. Mais le drame fonctionnait. Madame Morel joue la montre, elle dissimule des actifs, elle affame délibérément l'enfant de son défunt mari. Mon avocat, Arnaud, a contré avec force, présentant nos propres accusations de détournement de fonds. Mais la cour était dans une impasse. D'un côté, une veuve légale réclamant le remboursement. De l'autre, une fille biologique réclamant sa part. Le juge, exaspéré, a ordonné une médiation et il a accordé à Sophie une provision, une petite somme, mais c'était une victoire symbolique pour elle. Elle l'a prise comme un signe. Elle ne s'est pas se contenter de l'encaisser en silence. Elle s'est pavanée. Le soir même, elle était l'invitée d'une émission de talk-show très populaire. Le genre d'émission qui se nourrit de larmes et de scandales. Elle n'était plus la femme en deuil, ni la courtisane démasquée. Elle avait un nouveau rôle, la mère courage. Elle était assise sur le canapé blanc du studio, sous les lumières vives. Elle avait l'air triomphante. « C'est une bataille pour ma fille », a-t-elle dit, sa voix pleine d'une émotion calculée. L'animateur buvait ses paroles. La justice a reconnu aujourd'hui qu'Élodie a des droits, qu'elle existe. L'animateur s'est tourné vers elle. Mais Madame Morel, la veuve, vous accuse d'avoir profité de son mari. Sophie a eu un petit rire triste, un rire de mépris. Madame Lefebvre. Elle a prononcé mon nom comme s'il avait mauvais goût. Elle ne comprend pas. Elle n'a jamais compris. Ce qu'Adrien et moi avions, ce n'était pas transactionnel. C'était de l'amour. Un amour qu'il ne trouvait plus chez lui. Elle s'est penchée en avant, parlant directement à la caméra, à des millions de foyers. Elle s'accroche à l'argent parce que c'est tout ce qui lui reste. Elle vit dans un palais froid, entouré d'objets. Moi, j'ai eu son cœur. Et j'ai eu sa fille. C'était une déclaration de guerre totale. Elle ne se battait plus pour l'argent, elle se battait pour le récit. Elle voulait effacer mon existence. « Que lui diriez-vous ce soir si elle vous regardait ?» a demandé l'animateur. Sophie a regardé droit dans l'objectif. Son visage s'est durci. La fausse tristesse a disparu, remplacée par une arrogance pure. Je lui dirais « Lâchez prise, Margot. Vous avez perdu. Vous l'avez perdu il y a bien longtemps.
Acceptez-le. Laissez au moins sa fille avoir ce qui lui revient de droit. Arrêtez cette guerre inutile. Vous ne pouvez pas gagner. J'ai éteint la télévision. La pièce était silencieuse. Vous ne pouvez pas gagner, ai-je répété. Un sourire glacial s'est dessiné sur mon visage. Oh, ma pauvre chérie, vous n'avez aucune idée. Le lendemain matin, j'ai convoqué Arnaud dans mon bureau. Il était furieux. Il n'a pas trouvé de mots. Elle se pavane à la télévision nationale, nous insultant, tout ça à cause de ce test ADN bidon. Margot, il est temps de sortir le rapport de Bernard. Nous devons l'anéantir. Maintenant. Non, ai-je dit calmement, en lui servant un café. Non, mais Margot, elle est en train de gagner la guerre de l'opinion. Elle se positionne comme la vraie famille. Et nous sommes les méchants. Elle construit sa maison sur un volcan, Arnaud. Laissez-la finir la décoration. J'ai posé ma tasse. Je vais faire ce qu'elle a demandé. Quoi? Capituler? Il était horrifié. Lâchez prise. Vous n'êtes pas sérieuse? Si, je vais lui proposer une rencontre. Arnaud s'est figé. Une rencontre avec elle? Pourquoi? Le juge a ordonné une médiation, n'est-ce pas? Eh bien, je vais lui offrir une médiation privée, femme à femme, comme elle le souhaite si ardemment. C'est une folie, c'est un piège. Elle viendra avec des micros cachés. Elle viendra seule. Ai-je coupé? Dans ma maison, sur mon territoire. Et vous allez lui offrir quoi? Un chèque? Je vais lui offrir la vérité. C'est une boisson très amère. Il faut la servir dans les règles. Arnaud m'a regardé, une lueur de compréhension dans ses yeux de vautour. Vous n'allez pas? Si. Je vais lui parler de tout. Du faux test ADN, du vrai test ADN, de son amant chinois, de la façon dont Adrien s'était joué d'elle pendant 18 ans. Il était resté silencieux, assimilant le plan, la cruauté raffinée de la chose. Ce n'est pas légal, a-t-il murmuré, non pas par morale, mais par procédure. C'est une exécution extrajudiciaire. C'est une conversation privée, ai-je corrigé. Elle croit que je suis faible. Elle croit que je suis prête à négocier, à lui signer un chèque pour qu'elle disparaisse. Elle est au sommet de son arrogance. C'est le moment parfait. Et si elle refuse de venir, elle viendra, ai-je dit. La curiosité, l'arrogance, la certitude de venir me voir m'effondrer et signer sa victoire. Elle ne pourra pas résister. J'ai pris un morceau de papier à en-tête, le papier le plus épais, crème, gravé de mes initiales. J'ai pris mon stylo-plume. J'ai commencé à écrire. Pas un email, pas un message d'avocat. Une invitation. Chère Madame Delacroix, suite à votre prestation télévisuelle d'hier soir, et dans l'esprit de la médiation ordonnée par le tribunal, j'ai reconsidéré ma position. Votre appel à lâcher prise a résonné en moi. Peut-être avez-vous raison. Une guerre prolongée ne sert ni la mémoire d'Adrien, ni l'avenir de nos filles. Je vous invite donc à me rencontrer en personne, chez moi, pour discuter d'un accord à l'amiable. Une conversation de femme à femme, sans nos avocats, pour trouver une solution honorable. Je vous propose de venir prendre le thé demain à 15 heures. J'espère que vous accepterez ce rameau d'olivier. Sincèrement, Margot Lefebvre. J'ai relu. Rameau d'olivier. J'aimais cette touche. Vous êtes sûre de ça, Margot? A demandé Arnaud. Absolument. Envoyez ceci par coursier. Immédiatement. Il a pris la lettre, la tenant comme si elle pouvait mordre. Préparez-vous, Arnaud. Demain, la guerre sera terminée. Il est parti. Je suis allée dans ma cuisine. J'ai ouvert le placard où je gardais mes thés. Pas le oolong, pas le Sancerre. Non. Demain, c'était une occasion spéciale. J'ai sorti une boîte en bois laqué noir. À l'intérieur, un thé puer très ancien. Un thé sombre, terreux, complexe. Un thé qui demande du temps. Un thé qui peut être incroyablement amer si on ne sait pas le préparer. Tu vois, Adrien, ai-je murmuré à l'urne brisée que j'avais gardée dans un coin de la cuisine, tu aimais les jeux. J'ai sorti mon plus beau service à thé,
la porcelaine la plus fine, la plus fragile. Demain, nous jouons le dernier acte de ta pièce. 15 heures, pile. La sonnette a retenti. Pas l'interphone d'en bas. Elle était déjà dans l'immeuble. Elle avait dû charmer le concierge ou le menacer. Ma gouvernante, prévenue, est allée ouvrir. Je suis restée dans le grand salon. Je n'étais pas assise. Je me tenais près de la fenêtre regardant Paris. La table basse était prête. Le service à thé en porcelaine fine, les feuilles de pu'er reposant au fond du gaiwan, la bouilloire en verre maintenait l'eau à la température exacte. Un silence de cathédrale. J'ai entendu le bruit de ses talons sur le marbre du hall d'entrée. Des talons chers, agressifs. Elle est entrée. Elle ne portait pas le noir de la veuve éplorée ni le beige de la mère courage. Elle portait du rouge, une robe rouge vif, coupée près du corps, un sac de marque bien en évidence, un maquillage de combat. Elle venait pour signer une capitulation, la mienne, et elle s'était habillée pour sa victoire. Ses yeux ont balayé la pièce, l'art, les meubles anciens, l'espace. Il y avait du mépris dans son regard et une pointe de jalousie qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. « Margot, dit-elle, ce n'était pas une salutation, c'était un défi. »« Sophie, asseyez-vous, » ai-je dit, ma voix parfaitement neutre. J'ai fait un geste vers le canapé en face de moi. Elle s'est assise sur le bord comme un oiseau de proie prêt à s'envoler. Elle n'a pas enlevé son manteau. « Pas de spectacle ?» a-t-elle dit, sa voix dure. « Pas d'avocat. C'est ce que vous vouliez. Alors allons-y, mon temps est précieux. »« Le mien aussi, » ai-je répondu. Je me suis assise en face d'elle. J'ai pris la bouilloire. Lentement, méthodiquement, j'ai versé l'eau chaude sur les feuilles de thé. Un premier rinçage. L'eau a pris une teinte ambrée. Je l'ai jetée dans le plateau d'évacuation. « Vous perdez votre temps avec ça, » a-t-elle craché. « Je ne suis pas venue pour un goûter. »« C'est un thé pu'era de 30 ans d'âge, » d'ai-je dit, ignorant sa remarque. « Il vient du Yunnan. Il faut le réveiller. Il a beaucoup de choses à dire. » J'ai versé l'eau une seconde fois. L'arôme a commencé à s'élever, terreux, sombre, complexe. Elle a tapoté du pied, impatiente. « Assez. Quelle est votre offre? »« Mon offre? Ne jouez pas à ça. Votre lettre, le rameau d'olivier. Vous savez que vous allez perdre au tribunal. Le test ADN d'Élodie est irréfutable. Vous allez devoir payer. Alors, combien pour que je m'en aille? » Elle souriait, une petite moue arrogante. Elle pensait vraiment me tenir. J'ai versé le thé dans les 2 tasses minuscules. La liqueur était d'un rouge profond, presque noir. J'ai fait glisser une tasse vers elle. « Buvez, » ai-je dit. « Je ne bois rien qui vienne de vous. »« N'ayez pas peur, ce n'est pas du poison, c'est juste la vérité. Elle a un goût amer. » Elle m'a dévisagé, puis a pris la tasse. Elle l'a regardée, mais n'a pas bu. « Alors ?» a-t-elle insisté. Je me suis adossée au canapé. J'ai pris ma propre tasse. « Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? » ai-je commencé, ma voix douce, conversationnelle. « Je sais que j'ai gagné, » a-t-elle rétorqué. « J'ai eu ce que vous n'avez jamais eu, l'amour d'Adrien. »« L'amour ?» J'ai presque ri. « Vraiment? »« Oui, l'amour. Il était étouffé ici, dans ce mausolée, avec vous, la reine de glace. Il ne vous a jamais aimé. Il était piégé par l'argent, par votre famille. Avec moi, il était vivant. Si vivant, ai-je dit, qu'il a pris sa maîtresse et sa fille illégitime pour une randonnée en haute altitude alors qu'il avait des problèmes cardiaques qu'il cachait à tout le monde. Son visage s'était figé. J'ai continué. Vous avez raison sur un point. Il était piégé. Mais pas par moi, par vous. C'est ridicule. Il m'aimait. Peut-être, ai-je concédé. J'ai pris une gorgée de thé. L'amertume a envahi ma bouche. Mais, à la fin, il est quand même mort pendant ce voyage avec vous. Il est mort en essayant de vous impressionner. Ou de vous fuir. Ou peut-être juste pour échapper à tout ça.
Elle a reposé sa tasse avec un bruit sec. Peu importe, a-t-elle sifflé. Il est mort et il a laissé une fille, notre fille, Élodie, et le test ADN le prouve. La loi est de mon côté. C'était son coup de grâce, sa carte maîtresse. Le test ADN. Ai-je répété en hochant la tête. Oui, le fameux test du laboratoire suisse, fait il y a 5 ans. Irréfutable. C'est drôle que vous parliez de ça. Je me suis levée, elle s'est tendue. Où allez-vous? Je reviens. J'ai quelque chose pour vous. Je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert le coffre-fort mural caché derrière une peinture à l'huile. Elle m'observait, ses yeux plissés, l'arrogance commençant à se fissurer, remplacée par une pointe d'incertitude. Je suis revenue. Je tenais une seule enveloppe. Une enveloppe jaunie par le temps. Je me suis rassise. J'ai posé l'enveloppe sur la table entre nos 2 tasses de thé. « Qu'est-ce que c'est? » a-t-elle demandé. « C'est aussi un test ADN, j'ai dit. » Elle a ri. Un rire nerveux. « Vous en avez fabriqué un? C'est pathétique. Ouvrez-le. » Elle a hésité. Puis, avec un geste brusque, elle a arraché le contenu. Elle a lu. C'était le rapport du laboratoire français. Elle l'a lu une première fois. Son front s'est plissé. Confusion. Elle l'a relu, plus lentement. Ses lèvres ont bougé, lisant les mots à voix basse. Exclu, Monsieur Adrien Morel de la paternité. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage était cireux. La couleur rouge de sa robe le rendait encore plus blême. C'est quoi ça? C'est un faux. C'est vous. C'est un mensonge. Sa voix montait. Date, ai-je simplement dit. Regardez la date. Elle a baissé les yeux. Il y a 17 ans. 6 mois après la naissance d'Élodie, ai-je précisé. Adrien avait des doutes. Il a fait ce test et il a découvert la vérité. Le silence est tombé, un silence si lourd qu'il en était assourdissant. Sophie ne bougeait plus. Elle était gelée. Il savait, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Il a toujours su. Le choc sur son visage était profond, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Mais le test suisse, a-t-elle balbutié. Le test positif, c'est là que ça devient délicieux. Et je dis, j'ai repris ma tasse. Le test suisse, Sophie, c'est Adrien qui l'a fabriqué. Elle m'a regardée, l'incompréhension totale. Quoi? Non. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'il était plus malin que vous. Vous pensiez le tenir, d'abord avec une grossesse qui n'était pas de lui, puis avec ce vieux secret financier, cette irrégularité qu'il avait commise. Vous l'avez fait chanter pendant des années. J'ai posé ma tasse. Alors il a retourné le jeu. Il a gardé ce test négatif secret et il a payé une fortune pour créer un faux test positif. C'est devenu son arme. Les yeux de Sophie s'écarquillaient, l'horreur s'y installait. Il vous a fait croire qu'Élodie était son héritière légitime. Il vous a fait miroiter un héritage de 50 millions d'euros. Il n'a pas acheté votre silence avec de petits cadeaux, Sophie. Il l'a acheté avec un faux espoir. Il vous a transformé. Vous n'étiez plus une maîtresse qui faisait du chantage. Vous étiez une mère protégeant l'héritage de sa fille. Non, a-t-elle soufflé. Si, votre grand amour n'était qu'un contrat de service à long terme, et vous étiez l'employé convaincu que vous alliez hériter de l'entreprise. Mais le propriétaire n'a jamais signé les papiers. Il est mort avant. La vérité l'a frappé. Pas seulement le fait qu'elle n'aurait pas l'argent, mais le fait que toute sa vie, son amour, sa victoire sur moi, tout était une farce, une blague cruelle orchestrée par l'homme qu'elle prétendait aimer. Elle n'était pas sa reine, elle était sa marionnette. Elle a commencé à trembler. Une secousse incontrôlable. « Vous mentez » a-t-elle tenté, mais sa voix s'est brisée. Je n'ai pas besoin de mentir. J'ai pris la théière, j'ai rempli à nouveau sa tasse qui était encore pleine. Le thé a débordé, se répandant sur la table. Vous savez,
ai-je dit d'un ton léger. Adrien a toujours aimé ce genre de thé ancien, complexe, sombre, amer. Elle regardait le thé qui coulait, ses yeux vides. Il a préparé cette infusion pendant 18 ans, Sophie. Il a ajouté les feuilles, il a fait bouillir l'eau, il a laissé infuser. J'ai posé la théière, j'ai levé ma propre tasse, mais celle qui boit la dernière gorgée, je l'ai regardée droit dans les yeux. C'est vous. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Un hoquet, puis elle s'est effondrée. Elle n'est pas tombée en avant. Elle a glissé sur le côté du canapé, comme une poupée désarticulée. Son bras a heurté la table basse. La tasse en porcelaine fine, sa tasse. Elle est tombée sur le marbre. Cling, crac. Le son de la porcelaine se brisant a été la seule réponse. Le thé noir s'était répandu sur le sol, se mêlant aux éclats blancs. Je suis restée assise, regardant la scène. La grande Sophie de la Croix, gisant sur mon tapis persan, à côté d'une flaque de thé amer. Le silence est revenu. Fin du deuxième acte. Sophie de la Croix n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas hurlé d'insultes. L'arrogance, la colère, l'assurance. Tout s'était vidé d'elle, la laissant là une simple enveloppe en robe rouge. Elle est restée au sol, tremblante, le regard fixé sur les éclats de porcelaine et la flaque de thé noir. C'était le son de sa vie qui se brisait. J'ai attendu. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas offert un mouchoir ni un mot de pitié. C'était mon salon. C'était mon spectacle. Et j'étais la seule spectatrice. Au bout d'un temps qui m'a paru délicieusement long, elle a bougé. Elle s'est mise à 4 pattes. Elle a rampé, s'éloignant des débris. Elle a attrapé le bord du canapé et s'est hissée sur ses pieds. Sa robe rouge était froissée. Son maquillage de combat commençait à couler, non pas à cause des larmes, mais de la sueur froide de la terreur. Elle m'a regardée. Ses yeux n'étaient plus remplis de haine. Ils étaient vides, un vide abyssal. Elle a vu le document sur la table, le vrai test ADN. Elle a fait un pas en arrière, puis, sans un mot, elle s'est retournée. Elle a titubé hors du salon, ses talons à haut martelant sa défaite sur mon parquet. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir puis se fermer. Disparue, je suis restée assise. Le silence dans la pièce était parfait. Il n'était rompu que par le lent goutte du thé qui tombait encore de la table basse sur le tapis. J'ai sonné. Ma gouvernante est apparue. Elle a vu la scène. Le service à thé renversé. Les éclats. Madame? Nettoyez-moi ça, ai-je dit. Ma voix était calme. Je n'avais même pas besoin de regarder les débris. J'avais gagné. La suite fut une formalité, mais c'est une formalité bruyante. Le lendemain matin, mon avocat Arnaud m'a appelé. Sa voix était jubilatoire. C'est fait, Margot. C'est fini. Quoi donc? Ai-je demandé, feignant l'ignorance. Maître Dubois, l'avocat de Delacroix. Il vient de déposer une requête d'urgence pour se retirer de l'affaire. Vraiment? Il a cité un conflit éthique irréconciliable et la découverte d'informations frauduleuses présentées par sa cliente. Il lâche l'affaire. Il court pour sauver sa propre réputation. Sophie avait dû tout lui avouer. Dans sa panique, elle avait dû lui dire que le test ADN suisse était un faux, orchestré par Adrien. Et l'avocat, réalisant qu'il avait construit tout son dossier sur une fraude, a sauté du navire qui coulait. Et donc, a continué Arnaud, la demande de part d'héritage d'Élodie Delacroix est officiellement retirée. Il n'y a plus de procès. Vous avez gagné, Margot. Vous avez tout gagné. J'ai remercié Arnaud et j'ai raccroché. La presse, qui sent le sang à des kilomètres, n'a pas mis longtemps. Un avocat qui abandonne son client en pleine bataille d'héritage. C'était une histoire. L'affaire Morel. L'avocat de la maîtresse abandonne le navire. Quel secret cache Sophie Delacroix? Les journalistes qui, hier encore, la traitaient de victime, sont devenus une meute de loups. Sophie Delacroix avait disparu. Elle n'était plus dans l'appartement de l'avenue Foch qui m'appartenait désormais officiellement.
Elle n'était chez aucune de ses amies. Elle s'était évaporée et Élodie, la pauvre Élodie, la fausse héritière, elle était la véritable victime dans toute cette histoire. Elle est devenue la cible. Des paparazzis campaient devant l'école alsacienne. Ils la suivaient. Ils lui criaient des questions. « Élodie, saviez-vous que votre mère mentait? Est-ce que vrai que vous n'êtes pas la fille d'Adrienne Morel? Qui est votre vrai père? » L'école a dû la mettre en congé forcé. Sophie et Élodie, la mère et la fille, qui avaient fait irruption à des funérailles en hurlant pour réclamer justice, étaient maintenant des parias, traqués, humiliés. De mon côté, j'étais réhabilitée. Non, j'étais sanctifiée. J'étais devenue la veuve de glace qui avait tout enduré. La femme digne qui avait subi l'infidélité, le chantage et une tentative de fraude massive. Ma froideur n'était plus un défaut. C'était la preuve de ma force. Mon silence n'était plus de l'arrogance. C'était de la dignité. La succession a été réglée. Les 100 millions, et bien plus après un audit complet, étaient à moi. À moi et à Claire. Les comptes étaient pleins. Les ennemis étaient vaincus. Le silence était revenu. 1 mois a passé, 2 mois. Je m'asseyais dans mon grand salon, maintenant parfaitement propre. Le tapis persane ne portait aucune trace de thé. Le silence était total. Mais c'était un silence différent. Avant, c'était le silence de la patience, le silence de la chasseuse à l'affût. Maintenant, c'était le vide, la haine d'Adrien, la bataille contre Sophie. Tout cela avait été un feu qui m'avait animé. Cela m'avait donné un but, un scénario à écrire. Maintenant, le spectacle était terminé. Le public était parti et j'étais seule sur scène. J'ai réalisé que Sophie avait raison sur un point. C'était un mausolée et j'en étais la gardienne. Un soir, Claire est entrée dans le salon. Je n'avais pas allumé les lumières. Je regardais la ville s'illuminer. « Maman ?» Elle s'est assise à côté de moi. Elle avait 19 ans maintenant, une jeune femme. Et elle me ressemblait, terriblement. « C'est fini ?» a-t-elle dit doucement. « On a gagné. Tout est à nous. » J'ai hoché la tête. Elle m'a regardée avec cette clarté que seule la jeunesse possède. « Alors, pourquoi tu n'es pas heureuse ?» J'ai tourné la tête vers elle. Heureuse? C'était un concept tellement étranger. J'ai pensé à la bataille, l'adrénaline, la planification, la victoire. J'ai pensé au silence qui régnait maintenant. J'ai pensé aux éclats de porcelaine. Parce que quand le thé est froid, ma chérie, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure. Il ne reste que les cendres. Claire n'a pas compris. Moi si, la victoire n'était pas une libération, c'était une condamnation. J'avais gagné le jeu d'Adrien. J'avais gagné le jeu de Sophie. Mais je me retrouvais seule, avec le prix. Une vie vide, construite sur les mensonges d'un homme mort. J'avais tout, et je n'avais rien. Je n'avais même plus la haine pour me tenir chaud. Le vide. C'était un ennemi plus redoutable que Sophie Delacroix. La haine m'avait donné une structure. La vengeance m'avait donné un but. La victoire m'avait laissé avec... quoi? Le silence. Des millions sur des comptes en banque et un appartement qui ressemblait à un musée de ma propre vie. Je n'arrivais pas à dormir. Les nuits étaient les pires. Je déambulais dans les pièces sombres, le fantôme de ma propre maison. Je me suis retrouvée, encore et encore, dans le bureau d'Adrien, son sanctuaire, le centre de son réseau de mensonges. J'avais gagné son argent. J'avais vaincu sa maîtresse. Mais je ne comprenais toujours pas. Pourquoi? Pourquoi ce dernier voyage? L'histoire que j'avais acceptée était simple. Il était parti à Chamonix par amour ou par désir, et il y était mort. Un accident stupide, causé par sa vanité et sa maîtresse exigeante. Mais maintenant, dans le silence, cette histoire me semblait trop simple, incomplète. J'ai rallumé son ordinateur. Mes avocats l'avaient vidé pour l'inventaire, mais j'avais fait une copie de son disque dur personnel. Une copie que je gardais pour moi.
Je ne cherchais plus de compte en banque. Je cherchais Adrien, le vrai. J'ai ouvert un dossier qu'il avait intitulé Assurance. Un nom banal. Je l'avais ignoré auparavant. À l'intérieur, il n'y avait pas de police d'assurance. Il y avait des journaux, des fichiers audio, sa voix. J'ai cliqué sur le premier fichier audio. La voix d'Adrien a rempli la pièce, pas sa voix publique, confiante et charmante. C'était une voix fatiguée. Las. Journal. 12 avril. Elle recommence. Sophie. Elle ne se contente plus de l'argent. Elle veut plus, toujours plus. Elle parle de l'irrégularité. Encore. Après toutes ces années, elle pense que c'est sa carte maîtresse. Mon cœur a cessé de battre. L'irrégularité financière. Maître Bernard en avait parlé. C'était le levier initial de Sophie. J'ai cliqué sur un autre fichier, plus récent, une semaine avant sa mort. Elle veut Chamonix après le bac d'Élodie, une célébration. Elle dit que c'était pour fêter leur avenir. C'est un mensonge. J'ai vu ses emails. Elle a contacté un journaliste en Suisse. Elle menace de tout sortir. L'irrégularité, les faux, tout. Je me suis penchée en avant. Le faux test ADN, Adrien l'avait créé pour la piéger. Mais elle menaçait de l'exposer. Un autre fichier, la veille de son départ. Sa voix était un murmure rauque. C'était le dernier voyage. Je lui ai dit oui. J'emporte les originaux de l'irrégularité et une offre, 5 millions d'euros, en liquide. C'est tout ce que je peux sortir sans que Margot ne le voie. Il riait, un rire sec sans joie. Elle pense que c'est un voyage romantique pour sa fille, mais c'est une rançon. La dernière, je lui donne l'argent, elle me donne les documents. Et c'est fini. Je lui ai dit, j'ai besoin de ce voyage pour lui dire au revoir. Elle a cru que je parlais de Margot. Il a fait une pause. Idiote. Je parlais d'elle. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence est revenu. Il n'est pas allé à Chamonix pour l'amour de Sophie. Il n'est pas allé là-bas pour célébrer sa fille illégitime. Il y est allé pour la payer, pour acheter son silence une dernière fois, pour récupérer les preuves de sa fraude initiale. Le voyage n'était pas une escapade. C'était un rendez-vous d'affaires, le plus sordide de sa vie. Il est mort en essayant de gérer un mensonge de plus. Il est mort étouffé, non pas par l'altitude, mais par le poids de sa propre duplicité. Il n'a pas été tué par Sophie. Il n'a pas été tué par moi. Adrien Morel est mort de sa propre lâcheté. Il n'a pas osé vivre honnêtement. Il n'a pas osé affronter Sophie. Il n'a pas osé m'affronter. Il n'a pas osé affronter la justice pour son crime financier. Il a juste fui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air pour respirer. J'ai regardé par la fenêtre. La ville était toujours là, mais tout avait changé. Ma grande guerre, mon ennemi juré, Sophie. Ce n'était pas une bataille entre une épouse et une maîtresse, c'était une farce. Sophie et moi n'étions pas des reines rivales. Nous étions deux femmes piégées dans la même pièce, nous battant pour les miettes d'un homme qui n'en valait pas la peine. Lui, le grand marionnettiste, avait été le premier à se noyer. Et nous, ces marionnettes, nous avions continué à danser, nous battant pour savoir qui aurait le droit de pleurer sur sa tombe. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire de joie. Ce n'était pas un rire de folie. C'était un rire de libération. Toute ma colère, toute ma haine, toute mon énergie concentrée sur la destruction de Sophie, pour venger quoi? Un homme qui s'était détruit lui-même. Un homme si faible qu'il avait préféré mourir en montagne plutôt que de dire la vérité. J'ai pensé à mon message. Pas toute perte n'est digne de pitié. J'avais pitié de lui maintenant. Pas de sa mort, mais de sa vie. J'ai pris ma tasse de thé, celle de ce matin, maintenant froide. Je l'ai levée vers la ville. « Santé, Adrien !» ai-je murmuré. « Tu as enfin réussi quelque chose. Tu m'as libérée, pas en mourant, pas en me laissant ton argent,
mais en me montrant enfin qui tu étais, un lâche, et en me montrant qui je n'étais pas. Je n'étais pas ta veuve. Je n'étais pas la rivale de Sophie. J'étais juste Margot. Et pour la première fois depuis 20 ans, ce nom suffisait. La colère, ce feu qui m'avait tenue chaude, s'est éteinte. Elle n'a pas laissé descendre. Elle a laissé un calme absolu. La libération n'a pas été un éclair. Ce fut une aube lente. Après cette nuit dans le bureau d'Adrien, après avoir entendu sa voix pathétique, le monde m'est apparu différent. J'ai dormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve de vengeance. Je me suis réveillée et l'appartement était toujours un mausolée, mais je n'étais plus sa gardienne. J'étais sa prisonnière. Et il était temps de partir. J'ai passé les 6 mois suivants à démanteler méthodiquement la vie que j'avais partagée avec Adrien Morel. J'ai appelé Arnaud. « Vendez tout ?» Et je dis « Margot, vendre quoi ?» L'appartement du 16e, les meubles, les œuvres d'art, les voitures, la villa à Saint-Tropez. Vendez tout. Mais c'est votre patrimoine, c'est la maison de Claire. C'est une prison, Arnaud, et je viens d'être libérée. Liquidez tout. Placez l'argent dans un fonds simple. Je ne veux plus rien qui porte son nom. J'ai donné la moitié de la fortune à Claire, pas en héritage, en cadeau. C'est à toi, lui ai-je dit. Ne fais pas la même erreur que moi. N'attends pas la mort de quelqu'un pour commencer à vivre. Va construire quelque chose qui t'appartient. Elle m'a regardée avec un mélange de peur et d'excitation. Elle a vu que je n'étais plus la reine de glace. Elle a vu sa mère. Elle est partie étudier l'architecture à l'étranger. Loin de Paris, loin du nom Morel. Et moi, je me suis retrouvée dans un petit appartement en location dans le Marais. Des murs blancs, presque pas de meubles. J'avais gardé une seule chose. La boîte en bois laquée noir, le TPR de 30 ans et l'urne brisée d'Adrien, ou du moins les morceaux de la boîte que j'avais conservés. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être comme un trophée. Un après-midi d'automne, je me suis assise près de ma nouvelle fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure. J'ai préparé le thé, le même thé puer que j'avais servi à Sophie. Cette fois, je l'ai préparé correctement. J'ai rincé les feuilles, j'ai attendu, j'ai infusé. L'arôme terreux a rempli la petite pièce. Ce n'était plus l'odeur de la vengeance, c'était l'odeur du temps, de la terre, de ce qui dure. J'ai bu une gorgée, ce n'était pas amer, c'était profond, doux, avec une complexité qui vous forçait à ralentir. J'ai regardé les morceaux de l'urne sur la table. J'ai pris un carnet. Et pour la première fois, je n'écrivais pas un plan de bataille. J'écrivais pour moi. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer une vidéo. Juste ma voix. On dit que le thé est amer. Ah, ai-je commencé? Ma voix était différente, plus basse, plus calme. Mais le thé n'est pas amer. C'est la personne qui le boit qui l'est. C'est l'intention que l'on met dedans. J'ai regardé les morceaux de l'urne. J'ai vécu des années dans l'amertume. J'ai cru que c'était de la force. J'ai cru que la vengeance était une forme de justice. J'ai fait une pause. Mais il s'avère que c'était juste une autre forme d'addiction. J'étais accro à ma propre douleur, accro à ma juste colère. J'étais aussi prisonnière d'Adrien que Sophie l'était. Il nous tenait toutes les deux. Elle par l'espoir d'un faux héritage, moi par le droit à une vraie vengeance. J'ai pris la boîte contenant les morceaux de l'urne. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la Seine. Le ciel était gris. L'eau était sombre. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert la boîte. J'ai regardé les cendres résiduelles mélangées aux éclats de poterie. « Tu n'as pas besoin d'être pardonné, Adrien, » ai-je murmuré, « parce que tu n'as plus d'importance. » J'ai tout jeté dans le fleuve. Les morceaux ont coulé. Les dernières cendres se sont dispersées. Je n'ai pas ressenti de tristesse, ni de joie. Juste
Du vide, mais un bon vide cette fois, un vide propre, un espace pour construire. Je suis rentrée chez moi. J'ai fini ma tasse de thé. J'ai dormi. 1 an plus tard. Le lieu n'est pas un palais. Ce n'est pas un bureau d'avocat. C'est un petit espace lumineux dans une rue calme du Marais. Des murs en briques apparentes, des étagères en bois clair et du thé, des centaines de boîtes de thé. Au-dessus de la porte, une enseigne discrète gravée dans le bois. La maison du thé en vérité. Ce n'est pas un salon de thé ordinaire, c'est un centre de médiation, un endroit où les couples viennent, avant de se détruire, des médiations de divorce, des conflits d'héritage, des guerres de communication. Et je suis là. Je ne porte ni le noir de la veuve, ni le rouge de la combattante. Je porte un simple chemisier en lin blanc. Je suis assise à une table basse, en face d'un couple qui se dévisage avec une haine silencieuse. Ils sont au bord du gouffre. Ils sont Adrien et moi. Ils sont Adrien et Sophie. Je ne parle pas. Je prépare le thé. Le silence n'est rompu que par le son de l'eau versée, le tintement de la porcelaine. L'homme commence à parler, sa voix pleine d'accusation. La femme l'interrompt, sa voix pleine de ressentiment. Ils sont venus ici pour que je les aide à gagner leur divorce. Je les laisse parler, je les laisse vider leur amertume dans l'air, puis je leur sers le thé. Buvez, dis-je. Ils boivent par réflexe. Ils s'arrêtent, ils regardent la tasse. C'est amer, dit la femme. Non, dis-je doucement. C'est un oolong de haute montagne. Il n'est pas amer. Il est juste complexe. Il demande de l'attention. Je les regarde, tous les deux. Vous n'êtes pas venus ici pour l'argent, dis-je. L'argent n'est que la façon polie de parler de la douleur. Il me regarde, surpris. Je prends ma propre tasse. Ce qui nous réveille, dis-je, ce n'est pas la caféine, c'est que l'amertume. L'amertume d'une vie gâchée. L'amertume de réaliser qu'on s'est battu pour la mauvaise chose. L'homme baisse les yeux. La femme serre sa tasse. Vous avez 2 choix, je continue. Vous pouvez passer les 10 prochaines années à vous battre pour les cendres, comme je l'ai fait, ou vous pouvez décider, ici et maintenant, que ce qui est mort, et voir ce qui peut encore pousser. Je leur sers une 2e infusion. Ce n'est pas grave de perdre, je leur dis. Parfois, perdre est la seule façon de se retrouver. Le couple ne se tient pas la main, il ne pleure pas, mais ils se regardent, pour la première fois. Ils se regardent vraiment. Je les laisse avec leur thé. Je vais à la fenêtre. Dehors, le soleil perce les nuages parisiens. L'air est frais. La caméra ne fait pas un fondu au noir. Elle reste sur mon visage. Je ne souris pas. Je ne pleure pas. Je suis juste présente. Je lève ma tasse. Je respire la vapeur. La caméra zoome lentement, très lentement, sur la tasse de thé fumante, fondue au noir. On entend un dernier son. Pas un cri, pas un sanglot. Juste le son de l'eau qui bout. Le son de la porcelaine qui se pose doucement sur le bois. C'est froid. Et c'est doux. C'est la fin. Et c'est le début.